Alors, comme vous l'a dit Adrien, on va parler d'observabilité aujourd'hui. Plus précisément, on va voir comment on peut ajouter du tracing distribué dans une application PHP assez facilement. Alors, vous l'aurez compris, pour ça, il va nous falloir une application. Et comme application d'exemple, je vous propose d'utiliser une application dont l'idée m'est venue parce que j'ai la chance de vivre avec une cinéphile qui en a fait son métier. Et régulièrement, quand on croise des gens, vient la question qu'est-ce que tu nous conseilles de venir voir qu'est-ce que tu nous conseilles d'aller voir au cinéma? Donc un peu pour les informaticiens, l'équivalent de ah tiens, tu es informaticien, ça tombe bien, j'ai un problème avec mon PC, mon imprimante, mon scanner, ce que vous voulez. Sauf qu'en vrai, on est beaucoup, je pense, ici dans la salle, à avoir déjà vu des films, à avoir aimé des films, et on est tous prescripteurs. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir une application dans laquelle on pourrait lister des films qu'on a aimés, alors soit des choses, le top 10 des films de 2023 par exemple, ou les 10 films qui nous ont fait le plus rire ou le plus pleurer. Et on pourrait appeler cette application par exemple les films que je kiffe. Et comme j'ai un esprit un peu malade, je me suis dit tiens, et si c'était une entreprise qui éditait ce service, comment serait organisée cette entreprise? Et pour moi, je vois un peu 4 équipes qui pourraient intervenir. La première, ce serait une équipe qui s'occuperait de la gestion du catalogue, donc avoir les catalogues de films, les dédupliquer, etc. Une équipe qui s'occuperait de tout ce qui est gestion des utilisateurs et des utilisatrices, qui comprendrait aussi, par exemple, comment on s'enregistre sur le service, comment on se connecte au service, comment on peut envoyer de la pub à ces gens. Une équipe qui s'occuperait du cœur du métier, c'est-à-dire qui dirait comment on gère des listes de films, donc à savoir qui a droit de modifier quelle liste, est-ce qu'on a refaire des listes collaboratives, etc. Et une équipe qui pourrait s'occuper de ce qu'on appelle maintenant l'UX, donc de comment on interagit avec l'application, donc en gros sur l'interface. Bien. Comment on architecturerait une telle application? Et avant de vous répondre à cette question, est-ce que vous pourriez lever la main si vous connaissez la loi de Conway? Ah, il y a quelques mains, c'est cool. Bon, pas beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas levé la main, je vous rassure, c'est pas une loi mathématique. Si vous faites une allergie aux équations, il n'y en aura pas pendant cette session. La loi de Conway, c'est une loi empirique qui a été énoncée par un informaticien qui s'appelait Melvin Conway dans les années 60, et qui dit en gros qu'une organisation qui a besoin de concevoir un système, alors c'est vrai pour les systèmes informatiques, mais pas que, va concevoir la structure de ce système en copiant la structure de communication de l'organisation. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une organisation qui ressemble à ça, on peut s'attendre, par exemple, à avoir une architecture qui ressemblerait à celle-là. Donc à savoir, vous allez avoir les films que je kiffe, qui est l'application qui va être visible de l'extérieur, qui comprendra la partie front, qui comprendra également peut-être l'API, qui sera utilisée par ce front, ce qu'on appellerait maintenant un back-end for front-end. Et cette API va s'appuyer sur des API qui, elles, seront privées et pas visibles de l'extérieur, pour tout ce qui est métier. D'accord? Et on va retrouver en fait nos 4 équipes sous forme de 4 services différents. Donc on a affaire à un système qui est distribué, ça tombe bien puisqu'on veut faire du tracing distribué. Il y a 2 personnes qui suivent, merci. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble? Oui. Donc normalement c'est le moment où vous vous rendez compte. Alors d'abord c'est une maquette, j'ai évidemment pas fait toute l'application, puisque sinon loi de Conway oblige, j'aurais fait un monolithe. Du coup l'application, c'est là où vous voyez aussi que je suis développeur back-end au départ. Donc on a une application qui contient par exemple des listes d'utilisateurs, qui est par exemple ici, voilà, qui vient du service de gestion des utilisateurs. Et si je clique sur un utilisateur au pif, par exemple moi, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, je peux peut-être augmenter un poil la taille des caractères. Voilà, par exemple, j'ai mis mes films d'action préférés, voilà, Matrix, Batman, Kill Bill, j'aurais pu en mettre d'autres. Et je peux créer une autre liste, qui serait par exemple mes comédies
préféré ES Momomotius. Voilà. Et on va avoir, on peut rajouter des films, par exemple, on peut rajouter par exemple les Tontons Flingueurs. Ouais, voilà, c'est bien, Georges Lautner, des dialogues d'Audiard, une réplique, une punchline. On peut rajouter, je sais pas, Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, parce que je suis ch'timi moi-même et ça me rappelle mes origines. Et on pourrait rajouter, je sais pas, par exemple, Camping. Allez. Voilà. Ah bah non, il veut pro. Bon, c'est pas grave. On va regarder aussi des listes des autres. Alors par exemple, je vais prendre Marie, qui est une grande cinéphile. Ah, c'est un peu long. Voilà. Et là, on a les différents films qu'elle aime en animation, en court-métrage, etc., etc. Voilà. C'est une application qui est, somme toute, relativement simple. Bien. Donc on voit, par contre, on a bien vu qu'il y avait deux problèmes dans cette application. Le premier, c'est qu'il y a un problème de performance sur la page de Marie. On a eu un loader. On n'aime pas les loaders quand on est utilisateur en général. D'où ça vient? Difficile à dire comme ça. L'autre truc qu'il y a, c'est qu'il y a une erreur quelque part. J'ai essayé de mettre camping, ça n'a pas marché. Et les erreurs, quand on est dans une architecture distribuée, donc avec des équipes différentes, très souvent, les erreurs, c'est comme la patate chaude, on essaie de la refiler aux copains. Alors, on pourrait certainement utiliser d'autres techniques à base de métriques, poser des logs, itérer pour essayer de trouver où est le problème, etc. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser une autre technique qui met en jeu un troisième pilier de l'observabilité qui s'appelle les traces. Alors une trace, ça ressemble à quoi? Alors, en gros, ça ressemble à ça. Donc on a, sur une échelle de temps, des blocs, et là, les moins techniques d'entre vous, peut-être, se disent « Ah, mais je connais ça, ça ressemble à un planning ou à une roadmap, un truc comme ça. » Alors, la grosse différence que, au lieu d'essayer de prédire le futur avec plus ou moins de succès, là, en fait, on va dire ce qui s'est passé. Et donc, on va avoir différents blocs. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à mettre le... Non, le laser est trop loin. En gros, on va avoir une première fonction qui va être représentée par le premier bloc en haut, qui va être peut-être la fonction principale de notre processus, qui va peut-être faire appel à une autre fonction, qui est le deuxième bloc, qui va faire lui-même appel à une autre fonction qui est dans le troisième bloc, qui fait appel à trois autres fonctions consécutivement, etc., etc., etc. Un peu de vocabulaire, chaque bloc bleu s'appelle un span, S-P-A-N, et contient donc plusieurs attributs pour donner du contexte, ce que c'est comme fonction ou élément qu'on essaie de tracer au niveau du temps, une date de début et une date de fin. Et chaque span peut pas hériter, mais être l'enfant d'un autre span, donc on peut avoir une espèce de hiérarchie comme ça, une espèce d'arbre, ou pas, puisque le tout premier, évidemment, n'a pas de parent. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, Vincent, t'es gentil, mais ça, c'est une trace. C'est quoi une trace distribuée? Bah, c'est la même chose, mais en couleur. Donc, en gros, ce qu'on va retrouver, c'est que dans un système distribué, on va donc avoir plusieurs services, donc plusieurs processus qui vont être mis en œuvre, qui vont avoir chacun leur trace, et on va faire en sorte de recoller les morceaux en disant, en fait, ma trace en bleu grillagé, là, par exemple, c'est peut-être le processus qui est appelé en premier, qui lui-même va faire appel à un moment donné à mon processus qui est représenté en jaune, avec des hachures, et en fait on va remettre au moment de l'appel, on va réattacher la trace du deuxième processus. Chose intéressante aussi, on peut aussi avoir des traces qui dépassent le processus d'origine. Par exemple, si vous avez un processus asynchrone, genre vous lancez à un moment donné un envoi de mail que vous n'allez pas forcément faire en synchrone, bah, vous pouvez le représenter parce qu'il n'y a pas de contrainte là-dessus. Voilà, c'est ça une trace distribuée, c'est pas plus bête que ça. Alors il y a plusieurs manières de faire des traces distribuées. Moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser un truc qui s'appelle OpenTelemetry. Alors OpenTelemetry, je sais pas qui a déjà entendu parler d'OpenTelemetry? Ah, déjà un peu plus. Alors pour ceux qui n'en ont pas entendu parler jusqu'ici, je vous conseille la vision d'un talk qui a eu lieu ici il y a 2 ans par Benoît Viguier. Donc, je vous ai mis le lien, mais en fait il est dans la chaîne YouTube de la FUP, et qui revient vraiment en détail sur ce que ça fait en termes de log, de métriques, de traces, etc. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu, donc juste un très très rapide
rappel sur ce que c'est, en fait, c'est un projet qui a été créé en 2019, c'est relativement récent, même si, en vrai, c'est la fusion de 2 autres projets, mais qui eux-mêmes ne datent que de 2016, donc c'est pas très très vieux. Et le but de ce projet, c'est de mettre en place un protocole qui va permettre de standardiser les échanges de logs, de métriques et de traces entre des applications et des backends qui vont stocker ça. Et l'autre truc que ça fait, c'est que ça rajoute, ça fournit également un truc qui s'appelle le collecteur, qui est une espèce de couteau suisse, qui est une petite application qui prend en entrée des données de télémétrie, alors au format OpenTelemetry ou pas, et qui peut renvoyer ensuite ces données de télémétrie à des backends de stockage, par exemple, et qui peut les traiter au préalable, genre par exemple pour les batcher, pour faire du sampling, ce genre de choses. Alors pour la petite histoire, OTLP veut dire Open Telemetry Protocol. Pour faire cette instrumentation, on va le faire en 4 étapes. Donc on va instrumenter les films que je kiffe, que je vous ai montrés, et on va faire ça en 4 étapes. La première étape, elle consiste tout simplement à choisir notre backend de stockage, parce qu'il va bien falloir les envoyer quelque part, nos traces. Et alors, des backends de stockage, il y en a un paquet. J'en ai mis quelques noms, mais c'est vraiment un pouillème de ce qui existe. À gauche, je vous ai mis des solutions qui existent en SaaS. À droite, je vous ai mis des solutions qui sont open source et que vous pouvez instancier dans votre système d'information. Ça va de Jaeger, qui est un peu la référence en termes de traces historiquement, à QuickWit, qui est un des derniers qui commence à essayer de poindre, qui gère à la fois du stockage de traces et de logs. Et au milieu, je vous ai mis des noms comment on appelle ça déjà, de cloud providers, car souvent, si vous avez déjà votre infrastructure qui existe chez des cloud providers, ils proposent déjà des solutions de télémétrie sous forme de tracing OpenTelemetry. Alors, je suis payé par aucun de tous ces gens-là, donc choisissez en votre âme et conscience, faites vos benches, etc. Moi, aujourd'hui, ce que je vais utiliser, c'est Grafana Tempo, pour 2 raisons. La première, c'est que je le connais un petit peu, parce que je l'ai déjà utilisé. Et la deuxième, c'est parce que je suis une grosse feignasse, et que Grafana propose, pour faire ce genre de petits protos, une image Docker qui permet d'avoir en entrée un OpenTelemetry Collector déjà préconfiguré pour envoyer dans toute la stack LGTM de Grafana et un Grafana pour pouvoir faire de l'affichage, enfin du requêtage sur ce backend. D'accord? Eh ben allez, on va faire ça. Alors... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Donc ici, j'ai représenté les 4 applications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai les films que je kiffe, qui est une application Symfony toute bête, avec un peu de React pour faire la chose que vous avez vue. Et on a les 3 applications, le service de catalogue qui est pareil, c'est une API qui est simplement une application Symfony 7, basique. Pareil pour les favlists et pareil pour le service utilisateur. Et pour faire tourner tout ça sur mon laptop, j'utilise un Docker Compose. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est qu'un Docker Compose, mais en gros, ça permet d'orchestrer des containers assez facilement. On décrit des containers et on les link entre eux simplement avec leur nom de service. Et dans ce Docker Compose, je vais avoir alors un container qui me sert à lancer les lignes de commande parce que j'ai ni PHP ni Node.js sur ma machine. Je préfère utiliser des versions en fonction du contexte. J'ai le FPM des films que je kiffe, j'ai le Nginx qui va devant, et pour les autres applications, j'ai à chaque fois une DB en Postgres, le FPM et le Nginx. Voilà, et on les a tous à la queue leu, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un service dans ce Docker Compose qui s'appelle, je vais l'appeler LGTM, avec l'image dont je viens de vous parler, et je vais juste mapper le port 3000 pour que quand je vais me connecter au port 3000 de mon localhost, j'aurai le Grafana. Voilà, je vais faire un up. J'ai fait un petit script pour me simplifier la vie, mais en gros, ça fait un Docker Compose up. Voilà. Et normalement, dans la liste là, je ne sais pas où il est, mais il doit y avoir le LGTM. Oui, le voilà. Il est là. Donc, théoriquement, si je vais, pardon, pas ici, mais là, je peux faire un localhost 3000. Je devrais avoir mon Grafana. Le voilà.
Et dans l'onglet Explore, je peux aller chercher tempo. Et pour l'instant, évidemment, il n'y a rien dedans. Voilà. Première étape, OK. Deuxième étape. On va installer quelques extensions de PHP qui vont être requises pour la suite. Alors, je vais d'abord le faire, et ensuite, je vous explique pourquoi j'en ai besoin. Je reviens sur mon code. Alors, vous l'aurez sans doute vu, enfin, c'est passé assez vite, mais en gros, tous les FPM que j'utilise sont basés sur la même image, et je vais aussi avoir besoin de rajouter ces extensions sur le container de dev qui me sert à lancer des lignes de commande pour avoir un composer et tous ces machins-là. Et donc, je vais aller dans Docker, dans FPM. C'est une image qui est assez simple, hein, qui s'appuie sur l'image officielle. Alors, c'est bien pour faire des protos, l'image officielle, mais en prod, utiliser des images avec des packages précompilés, c'est quand même un peu mieux. Et j'installe le nécessaire, donc Opcache, PDO et XML. Et je vais rajouter deux extensions. Pour ça, je vais faire un apt get, update. Voilà, je rajoute le libzdev qui est un des prérequis pour une des deux extensions, en l'occurrence OpenTelemetry. Et je vais rajouter donc deux extensions, OpenTelemetry et Protobuf. Je vous explique dans 2 secondes pourquoi j'en ai besoin. Et je vais les rajouter la conf dans le PHP ini, et voilà. Je vais faire exactement la même chose sur mon container de dev qui est, voilà, pareil. J'ai juste Symfony, PHP, Node, voilà, ce genre de trucs. Et je vais juste mettre le même bloc, c'est exactement le même bloc, il n'y a pas d'arnaque. Et je vais relancer un build des images. Voilà. Et pendant que ça build, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai besoin. On va commencer par... J'espère que ça craque pas trop. Si? Non, ça va. Je vais avoir besoin d'abord d'une première extension qui est Protobuf. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole OTLP, c'est un protocole qui existe en 3 versions pour avoir 3 couches de transport différentes. On a une couche possible qui est gRPC, donc qui permet de faire du duplex sur du pseudo HTTP, enfin bref, voilà. Du HTTP JSON, comme un peu n'importe quelle API REST, et HTTP protobuf, c'est-à-dire qu'on va avoir du HTTP, on va envoyer des messages, au lieu de les faire en JSON, on va les envoyer en protobuf, qui est un format de Google qui est un peu plus compact. Alors, ça marcherait sans l'extension protobuf, ce que je vais faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'implémentation en PHP native qui est fournie par défaut est assez lente, et donc on préfère rajouter l'extension protobuf pour accélérer la génération des payloads. Voilà. Ça, c'est pour protobuf. Et la deuxième extension dont on va avoir besoin, c'est OpenTelemetry. Alors, contrairement à ce que pourrait faire croire son nom, ce n'est pas le SDK qui permet d'envoyer les traces. Pas du tout, celui-là il est en PHP natif, on l'installera juste après. En fait, l'extension OpenTelemetry, son job, c'est de fournir une fonction qui s'appelle hook, et qui permet de dire, pour une méthode donnée, n'importe laquelle, vous donnez la classe, ou même l'interface d'ailleurs, et le nom de la méthode, et vous pouvez lui rajouter du code qui sera exécuté avant et après cette méthode. Donc on va venir rajouter du code de manière peut-être un peu magique, mais avant et après, ce qui nous permet par exemple avant d'initialiser nos spans, et après de les fermer et de les envoyer. D'accord? Donc normalement, si tout va bien, pardon, c'est pas celui-là. Bon, voilà, j'ai fini de générer mes images. Je vais juste refaire un up pour qu'il mette à jour l'image avec les extensions. C'est normalement le moment où je peux prendre un petit coup de flotte. Voilà. Et si je vais dans mon container, par exemple, de lignes de commande, donc qui est un docker compose exec dev bash, si je vais faire un php-m, normalement, je vais juste essayer d'augmenter un peu la taille ici, on va trouver l'extension protobuf et l'extension OpenTelemetry. Voilà. C'est pareil pour les FPM, je vous demanderai de me croire sur parole. Bien, deuxième étape terminée. Troisième étape. Pardon. Ah oui, pardon, oui, voilà, il fallait bien que j'en fasse une. OpenTelemetry, comment ça marche? Petite insight, ça marche à partir de PHP 8, parce qu'en fait, ça utilise un truc qui a été rajouté en PHP 8 qui s'appelle l'Observer API. En fait, un truc qui a été rajouté pour pouvoir justement
traiter ce cas de rajouter du code avant et après une fonction. Ça vient en remplacement d'un truc qui se faisait avant en PHP 7, par la surcharge d'une fonction du moteur qui s'appelait ZendExecuteX, qui était notamment un des trucs qui était utilisé pour Xdebug, par exemple. Mais c'était plus compatible avec le Just-in-Time Compiler, et c'était pas forcément robuste assez pour de la prod. Je vous ai mis le lien vers un blog post de Datadog qui explique vraiment bien les enjeux, le gain que ça a, et tutti quanti. Il est vraiment très très bien. Voilà. Bien, étape 3. On va installer maintenant ce qu'on appelle des packages d'auto-instrumentation. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Eh bien, en fait, ce sont des packages composeurs qui contiennent du code qui, justement, appelle la fonction hook de l'extension OpenTelemetry pour des contextes bien particuliers. Je vous l'ai dit, mes applications sont du Symfony. Je ne suis pas le premier à vouloir faire du tracing sur Symfony. Les échanges en HTTP entre l'application front et les API privées se fait avec Symfony HTTP client. Encore une fois, je ne suis pas le premier à vouloir le faire. Et la base de données qui est utilisée est du PostgreSQL, et j'utilise Doctrine qui utilise lui-même PDO. Bah, ça existe déjà, quoi. Je ne veux pas réinventer la roue. Alors, des packages d'auto-instrumentation, il y en a plein. Et vous pouvez les trouver assez facilement. Vous allez sur Packagist, vous cherchez OpenTelemetry, vous filtrez sur le tag instrumentation, et vous allez voir qu'il y en a un paquet. Il y en a pour Symfony, il y en a pour Laravel, il y en a pour PDO, il y en a pour PSR18, il y en a pour PSR3, il y en a même pour CakePHP, qui jusque-là, franchement, je pensais que le truc était moribond. Ben non, il y a encore une communauté, et il y a des gens qui ont déjà contribué à l'instrumentation de CakePHP. Comme quoi, on a une communauté magnifique. Bien, eh ben on va faire ça, on va ajouter nos packages d'auto-instrumentation. Alors pour ça, j'ai déjà écrit un petit script pour éviter de le faire à la main. Et donc pour chacune des applications, pour les 4, je vais faire un composer require du package d'auto-instrumentation pour Symfony, qui traite à la fois la requête entrante et Symfony HTTP client. Il fait aussi d'autres trucs, il fait Symfony Messenger et d'autres trucs. Allez voir la doc. Le package pour PDO, puisque je fais de la base de données via PDO. Le fameux SDK d'OpenTelemetry, qui est donc en PHP natif et qu'on va installer. Et comme on va faire de l'export de nos traces au format OTLP, on va lui rajouter l'exporteur OTLP. C'est pas natif, parce qu'il y a d'autres exporteurs possibles, notamment console, etc. Et ben allez, on va lancer ça. C'est normalement là où j'espère que ça va bien se passer au niveau réseau. Parfait, voilà. Bon, on va le laisser terminer. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de la 4e étape. Jusque-là, j'ai rajouté des choses dans mon application, mais à aucun moment je lui ai dit où j'allais envoyer mes traces, avec quel format, et avec quel transport, donc quel transport de TLP que j'ai choisi. Et en fait, dans OpenTelemetry, souvent, ce qu'on utilise pour ça, c'est des variables d'environnement. Il y a même des variables d'environnement qui sont normalisées, qui sont même communes à quasiment tous les langages. Et s'il y en a qui sont spécifiques au langage, ils sont préfixés hotel_PHP chez nous, et qui nous permet de rajouter du contexte. Donc on va aller tout simplement modifier l'environnement. Pour ça, je vais aller le faire directement dans le Docker Compose pour chaque service FPM. Je vais rajouter Hotel Service Name, qui va donner le nom du service qui va être attaché au span, comme ça on retrouvera bien nos services dans les traces qu'on va voir juste après. PHP Autoload Enabled, parce que les packages d'auto-instrumentation s'appuient sur cette variable pour savoir s'ils mettent le hook ou pas, ce qui permet de couper assez facilement sans aller tripoter l'application pour arrêter le tracing automatique. Je vais envoyer mes traces au format OTLP en HTTP protobuf, et je vais les envoyer à mon service LGTM que j'ai créé tout à l'heure pendant l'étape 1, et je vais l'envoyer sur le port 4318 qui, traditionnellement, sur le collecteur, est le port HTTP. Si vous faites du gRPC, c'est 4317. Voilà. Et, petite chose, enfin, on va donner les propagateurs. Les propagateurs, c'est ce qui donne le format du contexte qu'on va passer d'un service à l'autre. Quand on va faire l'appel HTTP, on va passer du contexte. Il y a plusieurs formats possibles pour envoyer du contexte. Là, en fait, j'utilise bagage et trace contexte, qui sont les versions normalisées par le W3C. Voilà. Et je vais faire la même chose pour les
pour les autres, voilà, c'est le même bloc, mais le service name est différent, tout simplement. Voilà. Par ici. Et favlist. Voilà. Normalement, on est bon. Tac. Je vais relancer mon Docker Compose pour qu'il recrée les containers avec l'environnement que je viens de rajouter. Et normalement, si je ne vous ai pas menti, bah c'est fini. Et ben on va essayer. On va retourner dans l'application de tout à l'heure et on va repartir de 0. Voilà. On va reprendre, par exemple, mon utilisateur. Je vais réessayer, parce que je suis quelqu'un de tenace, d'insérer camping. Bon, c'est pas grave s'il veut pas, de toute façon, je ne l'ai jamais vu en vrai. Et Marie, qui est toujours aussi longue, voilà. Enfin, la page est toujours aussi longue, Marie n'est pas longue, évidemment. Et voilà, donc c'est toujours, on a toujours le même problème de performance. Et donc, si je ne vous ai pas menti, normalement, ici, je devrais avoir des traces. On est d'accord? Ben voilà. Merci, Jérôme Donaldi, merci. Merci pour lui, merci pour lui. Et donc, par exemple, je prends une trace au pif, voilà, c'est la search. Donc, j'ai bien l'appel qui est reçu par mon service, les films que je kiffe. Alors, je ne sais pas si on voit bien les différences de couleurs, parce que les choix par tempo ne sont pas toujours heureux. Il y a un bleu plus clair pour les films que je kiffe et un peu plus foncé pour le catalogue. Et donc, les films que je kiffe appellent le catalogue. Et on peut voir, par exemple, l'appel qui est fait par les films que je kiffe dans les attributs de span. On va même retrouver voilà, l'adresse qui est, enfin l'URL qui est appelée pour faire la search, par exemple. Voilà. Du coup, l'intérêt d'avoir ces traces, c'est qu'on peut assez facilement retrouver les choses qui nous intéressent. Exemple, j'aimerais bien retrouver la trace qui est en erreur parce que voilà, j'aimerais bien comprendre d'où vient cette erreur. Et on va voir qu'ici, effectivement, j'ai bien ce service-là qui est appelé, et j'ai bien ma... Alors ça, c'est le nom de la route dans Symfony, hein. C'est juste le nom de la route dans Symfony, et c'est bien un ajout de film qui a planté. Bah, allons voir ce qu'il a dedans. Et là, on va voir qu'effectivement, j'ai bien l'appel qui est en erreur au niveau des films que je kiffe, et que l'erreur, elle vient effectivement du service de favlist. Et si, pour la petite histoire, on va voir dans le favlist, dans le contrôleur qui va bien, si je cherche add film, aux surprises, on voit effectivement une exception. Maintenant, on pourrait... Pardon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Si je cherche... donc je vais enlever le filtrage sur les erreurs, je vais chercher les traces qui ont une durée supérieure à 1 seconde, pour essayer de trouver mes problématiques de performance. Là, normalement, je devrais retrouver effectivement un appel qui est... Allez, vas-y. Voilà, qui va chercher effectivement une favlist. Je vais chercher la trace. Et là, on voit qu'il y a tellement de span que ça fait des petits points là. Il y a énormément de span. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet affichage de favlist va aller chercher les listes, déjà, au service de favoris. On retrouve, je vais peut-être juste zoomer un peu, parce que sinon ça fait vraiment petit. Voilà, on va juste prendre le début de la trace. On voit donc qu'il y a cet appel à favlist, qui va chercher donc la liste des favoris, et après, il va chercher sur le service de catalogue. Si je regardais dans les attributs du span, je vais retrouver qu'il va chercher le film numéro 10. Bon, sauf que des films, il y en a 91, si je me souviens bien. Donc en fait, il va faire 91 appels au catalogue service pour aller chercher les films les uns après les autres. Or, il y a un truc qui est intéressant, je vais essayer de zoomer un peu plus pour que ça se voit mieux. En fait, quand on fait un appel HTTP, on notera que entre la vision par l'appelant et la vision par l'appelé, il y a un petit trou là, qu'on appelle en général quand on est développeur le réseau, c'est-à-dire tout ce sur lequel on n'a pas du tout la main.
Et en fait, on va retrouver l'appel DNS, la connexion en TCP, etc. Et ça prend du temps, mine de rien. Ça prend du temps et de la ressource. Donc ce qu'il faudrait ici, au lieu de faire un appel par film, bah, c'est grouper les appels, évidemment, et on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus rapide. Voilà. Voilà. Normalement, là, vous avez vu, je sais pas, oui, voilà, il me reste encore un petit peu de temps, c'est parfait. Vous l'avez vu, rajouter des traces dans une application distribuée, quand en plus on est dans un contexte assez classique, bah, ça m'a pris peut-être une trentaine de minutes. Voilà, c'est pas très compliqué en réalité. Bien, donc on l'a vu, on peut voir et trouver le coupable au niveau des erreurs, et on peut trouver assez facilement les problèmes de performance et essayer justement de voir l'enchaînement qui fait que c'est lent. Alors pourquoi je prends pas mal de temps sur ces histoires de recherche de performance? En fait, pour moi, la performance, elle est importante pour 3 raisons. La première, elle est assez évidente en général, mais c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Si on a l'odeur, en général, on n'aime pas. Quand on clique sur un bouton, on a envie que ça réponde. Voilà, point barre. La deuxième raison, et en général, c'est le levier que vous devez utiliser pour convaincre vos décideurs, c'est que ça peut améliorer la performance économique. Parce que souvent, quand on parle à nos décideurs, la performance, ça a un coût. Mais on réfléchit rarement au coût de la non-performance. Et il y a des boîtes qui y ont réfléchi. Alors là, je vous ai mis des chiffres, mais qui sont assez vieux, ils datent de 2010, mais en tout cas, le principe, c'est de se dire que le coût de la non-performance est important parfois. Et je garde toujours en tête que chez Amazon, ils avaient fait l'étude pour dire que si une page était servie 100 millisecondes plus lentement, 100 millisecondes, c'est pas grand-chose, hein, on est d'accord, eh bien, ça représentait pour eux une perte de 1% de leur CA. Voilà. Et le CA d'Amazon, c'est pas... C'est quelque chose d'important pour eux. Voilà. D'autres grandes boîtes avaient fait les mêmes études et arrivaient aux conclusions que la non-performance avait un coût aussi. Et la troisième raison, et c'est surtout sur celle-là que j'ai envie d'insister, c'est que avoir de la performance, ça permet aussi de garder notre matériel plus longtemps. Alors, normalement, je ne vous apprends pas que quand on pense au coût environnemental de nos applications et du numérique de manière générale, ce qui coûte cher, en termes de carbone, c'est la fabrication des devices. Donc ça, mon laptop, et en DC, les serveurs. Et donc, ce qui serait bien, c'est qu'on essaie de les garder plus longtemps. D'accord. Or, pendant très longtemps, j'ai fait partie de cette génération de gens qui n'étaient pas forcément super bien informés. Quand on avait un problème de performance, on avait tendance à aller voir l'infra en disant bah, écoute, c'est lent, ce qui serait bien, c'est que tu mettes des machines plus grosses, et tu vas voir, ça ira mieux. Voilà. Sauf que, bah déjà, c'est pas toujours vrai, et ça a un coût environnemental. La création d'un serveur, la fabrication d'un serveur, ça a un coût environnemental. L'autre chose qui fait que c'est plus du tout quelque chose qu'on accepte, qui connaît la loi de Moore, rapidement? Ouais, en général, elle est plus connue, celle-là. Hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Gordon Moore, c'était un des cofondateurs d'Intel, et dans les années 70, il avait fait cette espèce de loi empirique qui est presque devenue une espèce de croyance et de recherche de la part d'Intel, c'était de dire tous les 2 ans, on va doubler la puissance de nos machines. En gros, hein, il y a eu plusieurs exceptions de cette loi, mais en gros, c'est ça que ça voulait dire. Et sauf que Gordon Moore est décédé l'an dernier, et on a tendance à penser que la loi de Moore est décédée avec lui, parce qu'en fait, depuis le début des années 2000, ce doublement n'est plus vrai. Alors, l'échelle est logarithmique, donc là où vous voyez une droite, c'est en vrai, ça devrait être une exponentielle. Et donc, c'est de moins en moins vrai. C'est qu'on on commence à atteindre un comportement un peu asymptotique, et les machines sont pas de moins en moins performantes, mais en tout cas, on atteint un plafond. Donc, il y a des gens comme Tristan Nitto, qui est un ancien de Mozilla et qui parle beaucoup d'environnement, qui a un très bon podcast d'ailleurs, si ça vous intéresse, il s'appelle Octevert, qui a commencé des travaux en essayant de se dire la loi de Moore, on considère qu'elle n'existe plus, et il faudrait la remplacer par une autre loi qu'il appelle Herum, qui est Moore mais à l'envers, et dont le principe est de dire, au lieu de compter sur le doublement de puissance des machines tous les 2 ans, on va plutôt compter sur le fait qu'il va falloir
travailler sur la performance de nos applications pour essayer de faire en sorte que tous les 2 ans, on puisse doubler éventuellement les features qu'on va mettre dessus. C'est-à-dire qu'en gros, se dire qu'on va avoir plus de performance, et donc on va libérer de l'espace pour pouvoir rajouter de la feature dessus. Alors, ça peut être idéaliste, ça peut être tout ce que vous voulez, mais je trouve que c'est plutôt un bon mindset à avoir. Voilà. Bref, de tout ce que je viens de dire là pendant 35 minutes, le truc qu'il faut que vous reteniez, en fait, c'est qu'il faut que vous optimisiez votre code. C'est bon pour vos utilisateurs, c'est bon pour votre boss, et c'est bon pour l'environnement. Donc franchement, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Allez, dernier slide. Je vous ai mis le petit QR code pour retrouver les slides de cette presse, la démo, le code de la démo qui est sur mon GitHub, et le petit open feedback, parce que vous ayez trouvé ça bien ou pas bien, je suis vraiment preneur de feedback, constructif évidemment, mais voilà. En vous remerciant. À 5 minutes pour les questions. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai 2 petites questions. La première principalement, c'est tu parlais de peu d'impact en performance. Comment tu fais tourner ça en prod? Et j'imagine qu'il y a quand même un impact. Est-ce qu'il est mesurable, négligeable? Alors, il existe. Alors, c'est très compliqué de vous donner un chiffre, parce que ça va dépendre du nombre de spans que vous allez générer et de la complexité de votre application. Mais effectivement, il y a un impact, évidemment. On rajoute du code, donc il y a de la CPU qui est utilisée et il y a des connexions réseau. Il y a un truc intéressant à savoir, c'est que surtout en PHP, où souvent les appels sont synchrones en termes de connexion à HTTP ou gRPC, l'idéal, c'est de vraiment mettre le collecteur au plus près de votre application. Donc si par exemple vous avez des frontaux web, mettez le collecteur sur ce frontal, quitte à éventuellement en mettre un autre derrière pour faire de l'agrégation, du sampling, des choses dans ce genre-là, avant d'envoyer vers votre backend de stockage. Voilà. Mais il faut limiter ces appels réseau. Ok, merci beaucoup. Deuxième question un peu liée à ça, enfin plus au niveau de la profondeur de la trace. Là, on a regardé ta trace qui descendait jusqu'au niveau PDO. Quand on compare un outil comme Blackfire, typiquement, qui peut te faire aussi des traces de performance, est-ce que tu as le même niveau de granularité, de finesse pour creuser jusqu'au bout des choses? Non, on n'a pas le même niveau de finesse. Après, comme on est vraiment sur du distribué, si tu mets beaucoup trop de bruit, en fait, ça devient complètement inexploitable. Donc, en général, tu te limites vraiment à ce qui t'intéresse. Donc, souvent, ça va être le temps de la requête entrante. Ça va être le temps de l'appel sortant quand tu fais un appel à un autre service. Si tu as des besoins particuliers, tu peux rajouter évidemment des spans sur des choses un peu métiers. Mais il ne faut pas forcément avoir une trace trop grosse, sinon ça devient complètement illisible et c'est pas forcément intéressant. Bonjour. Bonjour. Ma question, c'était un peu dans le sens inverse. Nous, on a du tracing aussi sur le front-end, mais qui du coup est séparé entre le tracing back et front. Est-ce que tu fais une corrélation des deux ou pas? Alors, non. Alors, avec OpenTelemetry, il y a un chantier en cours. Je crois que c'était encore en work in progress. Donc, tu pourrais, dans la théorie. Après, ça veut dire qu'il faut que tu exposes ton collecteur à l'extérieur, parce que ton front, il faut qu'il ait un endroit où envoyer. Ce que font les APM en général. Si tu prends un New Relic, par exemple, le script JS va faire l'envoi directement à New Relic. Donc, il faudrait avoir un truc comme ça. Très honnêtement, j'ai jamais fait. Et je ne sais pas si le collecteur OpenTelemetry de base qu'on peut récupérer sur Internet est vraiment à l'épreuve du trafic public. Donc voilà, donc je ne vais pas pouvoir te répondre directement à la question, mais en tout cas, il y a un groupe de travail dessus. Je ne sais pas où ils en sont, pour être complètement honnête. Merci Vincent. Merci à vous.